Pour résumer le serveur web est entre guillemets un serveur qui permet de mettre disponible sur un réseau une page web. D'accord? Quand on a commencé à créer des pages web ensemble, on les a fait sur le PC et on les a directement ouverts sur le navigateur à partir du PC. Mais ce que vous voulez, vous, quand vous voulez créer une page web, c'est de la rendre disponible sur un réseau. Un exemple tout simple, quand vous voulez faire une recherche sur Google, vous n'avez pas Google chez vous. Google est bien connecté sur un réseau qui est à part. Et pour que Google puisse être entre guillemets présent pour vous, Google a été hébergé sur un serveur web. Et nous, ce qu'on va apprendre à mettre en place justement, c'est un serveur web, simplement. D'accord? Donc retenez qu'un serveur web ou serveur HTTP, c'est simplement un PC qui met à disposition sur un réseau des pages web. Ni plus, ni moins. Donc tout d'abord, parlons du port. Pensez bien que chaque adresse, que chaque PC a ce qu'on appelle une IP. Par exemple, celui-ci, voici son IP. Mais une fois qu'on a authentifié la machine avec laquelle on veut discuter, on n'a pas forcément authentifié le service que l'on souhaite viser sur la machine. Je vais vous donner un exemple tout simple. Supposons que je vous dise, allez à Destriland. Vous savez où c'est Destriland. Mais si je vous dis, par exemple, je ne sais pas moi, acheter un câble USB à Destriland, vous ne saurez pas forcément où aller. Il va vous falloir une indication supplémentaire. Quel magasin, quel lieu, quel endroit. Le port, lui, justement, sert à ça. Une fois qu'on a accès à l'IP de la machine, il faut qu'on puisse avoir accès à un des services de la machine. Et pour cela, on va appeler un des ports de la machine, qui est de 0 à 65 000 sur le PC. D'accord? Le port est donc un numéro de 16 bits associé à chaque application de l'hôte et communiquant sur le réseau. Et si vous voulez des exemples de ports qu'on utilise assez souvent, on utilise souvent le port 21 pour ce qu'on appelle les serveurs SSH, qui sont des serveurs de communication de haute sécurité. On a le port 80 qui est utilisé par les serveurs justement web, qui permettent de mettre en place des pages web sur le réseau. Et on a le port 443 qui est utilisé pour les serveurs web, mais cette fois-ci HTTPS, donc les serveurs web sécurisés. D'accord? Et par exemple, voici une notation qui peut vous être demandée si vous voulez accéder à de tels ports. Voilà. Donc pensez bien que sur un réseau, si vous voulez atteindre simplement un PC, et vous simplement notez l'IP du PC. Mais si vous voulez par contre atteindre un service sur le PC, par exemple, je ne sais pas moi, un jeu Minecraft qui est hébergé sur un PC quelconque, va forcément rentrer avec l'IP, ce qu'on appelle le port. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ça? Je vais supposer, vu que je n'ai pas de réponse, que ça va pour tout le monde. Ensuite, le modèle client-serveur. Maintenant qu'on a mis toutes les machines comment dire, en réseau, maintenant qu'on sait comment accéder à un service sur une machine ou à un logiciel sur une machine, on doit avoir ce qu'on appelle le modèle client-serveur. En gros, quand par exemple vous allez envoyer, je ne sais pas moi, vous allez, vous m'entendez? Ok, vous m'entendez? Du coup, en fait, vous allez, entre guillemets, demander à accéder à un serveur, mais du coup, vous serez client. Retenez simplement que quand vous voulez chercher un serveur, quand vous voulez atteindre une page web, vous cherchez à accéder à un serveur web depuis votre client web. En gros, votre navigateur qui est là, c'est ce qu'on appelle un client web. Par exemple, les serveurs de Google ou mon propre serveur, c'est ce qu'on appelle un serveur web qui est hébergé sur une machine à part. Et donc, vous avez entre guillemets une relation client-serveur qui va s'établir pour charger les pages web que vous avez demandées. Et pour ce faire, le client et le serveur vont communiquer à travers le réseau par ce qu'on appelle des protocoles TCP et UDP. D'accord? Par exemple, si je prends l'exemple du serveur web, le serveur web lui communique dans un protocole qu'on appelle le protocole HTTP. D'où le fait qu'on écrive HTTP//. Juste pour définir le protocole avec lequel on va communiquer.
Mais ce protocole HTTP s'appuie sur le protocole TCP. Et le protocole TCP, grossièrement, c'est, comment dire, quand, quand par exemple vous voulez poster une lettre, quand par exemple vous voulez en fait envoyer un message à quelqu'un, et vous voulez l'envoyer via la poste, vous voulez entre guillemets créer une lettre avec destinataire, expéditeur, etc., etc. Ces protocoles, grossièrement, c'est la même chose. Ce sont en fait des services de livraison, ni plus ni moins. Lui, c'est service de livraison avec accusé de réception. En gros, c'est quand vous envoyez une lettre et que vous voulez être sûr que celui qui doit recevoir la lettre l'a bien reçue. Alors que là, vous envoyez juste une lettre sans vous soucier de savoir si le destinataire l'a reçue ou pas. D'accord? Ce que j'ai écrit ici d'ailleurs. UDP envoie, entre guillemets, les courriers sans accusé de réception et TCP envoie les courriers avec accusé de réception. Voilà. Est-ce que cette partie-là vous semble un peu plus claire maintenant? Ce qu'on appelle le client-serveur et le système de communication entre les deux. Est-ce que ça vous semble un peu plus clair maintenant? La manière dont, par exemple, votre navigateur web, donc par exemple Firefox, communique avec Google et les protocoles qui sont utilisés par derrière. C'est pas fameux. Je vais essayer de faire un schéma. Je vais faire un schéma pour vous. Ah, je peux le faire. Non, je vais plutôt le faire avec. Attendez, c'est quoi ça? Je vais faire un schéma pour vous. Bon, le logiciel avec lequel je voulais faire un schéma est en train de me faire une vieille mise à jour, donc ça veut le faire quoi, tant pis. Bon, vous, par exemple, hein, ce que vous voulez, c'est, entre guillemets, obtenir une page web. Donc, ce que vous allez faire, vous allez taper la page web, l'adresse de la page web, plutôt l'URL de la page web, sur votre navigateur. D'accord? Vous voulez une page web, vous tapez simplement l'URL, ni plus ni moins. Juste modifier quelque chose. Voilà, j'enlève ça. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que vous, sur votre navigateur, donc vous avez votre navigateur qui est là. Votre navigateur, entre guillemets, va dans le PC. euh, qui lui a une IP particulière, au passage. Par exemple, 192.168.0.10. Votre navigateur va emprunter. J'arrive plus à. Votre navigateur va emprunter un des ports du PC pour communiquer sur Internet. Donc le PC, entre guillemets, est connecté sur Internet. Le navigateur va emprunter un port, par exemple, je ne sais pas moi, le port
1258. J'adore le fait que, voilà. Pour pouvoir communiquer sur Internet, d'accord? Et le message va être transmis, entre guillemets, à travers Internet et va tomber sur un autre PC, qui sera lui, pour le coup, un PC serveur. PC navigateur client. Voilà. PC serveur. Une IP, bon, j'en mets une au hasard. 75.10.28.193. Serveur web, port 80. Voilà. Donc, vous avez deux PC. Le premier communique avec son navigateur sur Internet, qui lui va relayer le message au serveur. Et vous communiquez quoi? Vous demandez simplement l'URL. Par exemple, www.google.fr. Donc, j'écris rapidement. Non, je vais plutôt le faire comme ça. Mais est-ce que c'est mieux comme ça avec des schémas? C'est ça. C'est ça. Et voilà. Donc, on a maintenant un premier échange qui est ceci. Vous avez simplement fait une demande d'accès. Ni plus, ni moins. Et le serveur va vous répondre. Tac, tac. Je vais plutôt le faire comme ceci. Voilà. Renvoi de la page web google.fr. Et c'est tout. On voit la page, on renvoie, attendez, plutôt des fichiers HTML, CSS, JS, constituant la page web google.fr. Et voilà. D'accord? Mais pour ce faire, la demande est passée de cette IP-là et de ce port-là vers cette IP-là et vers ce port-là. Et donc, du coup, une fois que la demande a été faite, cette IP et ce port va répondre à cette IP et ce port avec les fichiers à renvoyer. Le protocole pour tout ça s'appelle le protocole HTTP. D'accord? Demande d'accès à l'URL grâce au protocole HTTP. Voilà. Et le protocole HTTP va également renvoyer les fichiers nécessaires. Cependant, il faut savoir que les fichiers ne sont pas renvoyés entre guillemets tels quels. Les fichiers sont d'abord entre guillemets mis dans des petites lettres. Quand vous voulez envoyer une lettre, un courrier, vous allez forcément faire quelques préparatifs. En fait,
tous les fichiers HTML, CSS et JavaScript seront en fait découpés en plein de petits morceaux. Est-ce qu'il n'y a pas... Non. Ok, d'accord, je vais faire ça moi-même. Paquet TCP. Voilà. On demande d'accès à l'URL en utilisant le protocole HTTP et renvoie des fichiers grâce au protocole HTTP. J'adore le fait que... Et voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça pour vous? C'est ce qui compose la page. En fait, quand tu vas envoyer une lettre, tu vas forcément prendre un format de feuille particulier, utiliser une enveloppe particulière, y apposer un timbre, y mettre l'expéditeur et le destinataire et aller à la poste la plus proche. Tu vois le protocole. Quand un serveur veut envoyer une page web, par exemple une page HTML, il va prendre la page, la découper en petits morceaux qui sont dans le cas où la page est trop grande. Chaque petit morceau, il va mettre le destinataire et l'expéditeur et après, il va l'envoyer sur le réseau. Par exemple, supposons que que ton fichier HTML soit suffisamment gros qu'il va le découper 10 fois. Le serveur, lui, va créer 10 petits paquets. Il va dire que les paquets viennent de lui et que les paquets doivent aller vers lui. Donc, il va apposer l'expéditeur et le destinataire. Il va aussi mettre quelques autres informations dont je ne parlerai pas ici. Et après, il va les envoyer. Les paquets vont transiter à travers Internet pour être à la suite reçus par le navigateur qui, lui, va reprendre ces paquets, va les ouvrir, va les reconstituer pour reformer la page web de base. Voilà. D'accord? Et que ça va pour tout le monde ici. Par contre, il y a aussi un truc que je ne vous ai pas forcément dit, mais il y a aussi un petit paquet qui va être transmis. Où est-ce que c'est? Un petit paquet qui va être transmis du navigateur vers le serveur. Parce que mine de rien, ce qui se passe, hein, c'est que votre navigateur, lui, il fait une demande sur Internet. Mais pour pouvoir faire une demande sur Internet, il faut forcément, entre guillemets, créer une lettre et donc envoyer un paquet. Donc lui, il envoie un paquet dans lequel il écrit je veux la page tant, et lui, il renvoie des paquets dans lesquels il y a la page demandée. Et voilà. Donc j'espère que maintenant cette partie-là est beaucoup mieux comprise. Ça pour tout le monde? Ok. Par contre, ici, est-ce que vous ne remarquez pas un truc qui peut-être peut vous choquer? Je vais donner... non, pour le coup, c'est pas un rapport avec l'IP, mais c'est plutôt, ici, il n'y a qu'un seul client et qu'un seul serveur. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a plein de clients? Il y a différents ports et IP. Mais est-ce que tous les clients peuvent communiquer, entre guillemets, sur le même canal de discussion? Non, non, la réponse est non, tu as raison. En fait,
À chaque fois, ce qui se passe, c'est que le serveur web va privilégier une communication avec chacun de ses clients. Si vous préférez, dès lors que le serveur discute avec un client, il ne peut pas faire un autre client entrer dans la conversation. Il va forcément créer une deuxième discussion pour un autre client. Puis une troisième, une quatrième, une dixième, une vingtième. C'est comme si moi, au lieu de vous parler tous en même temps, je vous parlais à chacun, comment dire, de manière isolée. Même si je peux vous dire la même chose. Voilà. Et enfin, maintenant, le serveur web. Le serveur web ou serveur HTTP utilise le protocole HTTP basé sur le TCP pour communiquer avec les clients. Son but est de stocker des pages web ou de générer une page web entièrement, d'où le fait qu'il y a une différence entre statique et dynamique, et de rendre ces pages accessibles sur le réseau. Les codes utilisés pour générer ou modifier le contenu d'une page web, attendez, voilà, sont généralement le PHP, le Python ou le JavaScript, mais cette fois-ci côté serveur, hein. Il faut bien apprendre à différencier ce qu'on appelle JavaScript côté client, donc au niveau de votre navigateur, et JavaScript côté serveur, au niveau du serveur lui-même. Et cette partie-là, pensez bien que si on la voit, ce sera que l'année prochaine. Un système de gestion de base de données accompagne souvent un serveur, idéalement accessible que par ce dernier. Il permet de sauvegarder des listes de données. Et voici les systèmes en question. Par exemple, quand Facebook retient votre nom et votre prénom, quand Google récupère vos informations utilisateurs pour en faire ce qu'il veut, il utilise forcément ce qu'on appelle des bases de données. Des trucs qui sont comme ceci et qu'on apprendra, je pense, à utiliser l'année prochaine. Parmi les architectures les plus connues, il y a ce qu'on appelle les AMP, de créer des serveurs web complets, d'où le fait que je vous ai demandé d'installer sur chacun de vos PC WAMP, mais il y a aussi ce qu'on appelle les frameworks web. Par exemple, vous avez déjà remarqué que lorsque vous lancez certaines pages web, vous avez des animations, voire même, vous avez l'impression d'avoir carrément un logiciel devant vous. Un exemple tout simple. Quand vous voulez lancer SketchUp sur Internet, vous avez accès à SketchUp sur Internet. Vous êtes d'accord avec moi? Vous pouvez faire des manipulations sur SketchUp. Qui connaît SketchUp ici? Donc, vous avez bien vu que quand vous allez sur SketchUp, c'est pas pour une page web, c'est bien pour construire des maisons, par exemple. Ou pour faire des formes diverses et variées, pour faire des formes 3D, pour faire du graphisme. Ben, ce truc-là est mis en place grâce à ce qu'on appelle un framework web. C'est-à-dire une sorte de serveur web qui va générer à travers une page web, entre guillemets, ce qu'on appelle une application web. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que votre navigateur est une source assez sympa pour tous les pirates en tout genre. Donc, vous imaginez bien que pour créer des applications web, il faut que votre navigateur ait beaucoup d'accès sur l'ordinateur. Donc, le pirate, il est content. Et pour accéder à un serveur web dont on connaît l'IP, le port et le protocole utilisé, il suffit de taper ceci. Protocole IP port port serveur. Par exemple, cependant que je souhaite communiquer avec un site, que je souhaite recevoir une page web avec le protocole HTTP. Ici là, je vais marquer quoi? C'est ce, mais HTTP. Si vous souhaitez avoir une page web qui est sur un serveur web HTTP, vous tapez là HTTP. Maintenant, si vous voulez avoir une page web qui est sur un serveur web sécurisé, c'est-à-dire HTTPS, qu'est-ce que vous allez taper? Voilà. HTTPS. Et sachez que ce truc-là aussi peut marcher dans certains cas particuliers, hein. Par exemple, vous allez voir qu'il existe d'autres protocoles, comme le protocole de transfert de fichiers, qu'on appelle le FTP ou le SFTP ou le FTPS. Et à la place de ce protocole-là, en fait, il faudra simplement marquer FTP, etc., etc. Donc, voilà. Et tiens, pour le coup, par exemple, si je veux communiquer du coup avec cette machine pour avoir la page web, donc là, je vais écrire quoi? HTTP.
deux points slash slash. Là, je vais mettre quoi? IP hot, là, je vais mettre quoi? Très bien. Et pour serveur, je vais mettre quoi? C'est bien ça, 80 à la fin. HTTP, deux points, slash slash, 75 10 28 193, deux points, 80. Ni plus ni moins. Et dites-vous bien une seule chose, hein. La raison pour laquelle vous pouvez taper ceci au lieu de taper ceci, c'est parce que de un, automatiquement, votre navigateur va rajouter le HTTP 2.slash. Et de deux, votre navigateur va demander à un serveur sur Internet à qui correspond lui. Parce que pour votre ordinateur, ça, c'est un surnom. Ce n'est pas le vrai nom du PC. Donc, il va demander à un gars qui connaît tous les noms et les surnoms, ce surnom-là, à quel IP ça appartient. Puis, une fois qu'il récupère l'IP en question, il communique directement avec l'IP en question comme ceci, par défaut. Est-ce que ça va pour tout le monde à ce niveau? Vas-y. Ouais. Parce que, parce que chaque navigateur, en fait, comment te dire? Chaque navigateur va te proposer des services différents. Un exemple tout simple. La page qu'avait conseillé ton camarade pour apprendre par soi-même. Tu vois? Cette page-là. Freecodecamp.org. T'as vu que là, ça, là, c'est marqué en français. Ah oui. Et là, c'est marqué comment? En fait, automatiquement, Chrome va traduire pour toi, alors que lui ne peut pas traduire pour toi. Oui, mais tu ne peux l'avoir. Voilà. Pas forcément, mais ce sera plus compliqué à mettre en place, alors que c'est natif sur Google. Sur Chrome, je veux dire. Donc, pense que chaque, en fait, navigateur a ses spécificités. Par exemple, Firefox se veut plus, comment dire, correct vis-à-vis de tes données personnelles que Chrome. Donc, du coup, si tu utilises Chrome, tu sais de base que tu vas forcément envoyer des données personnelles vers Google. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils sont devenus milliardaires. Alors que Firefox, eux, vont en sorte de te protéger davantage par rapport à ça. Mais tu peux aussi rester qu'avec Internet Explorer, c'est toi qui vois. Après, la question est quand même intéressante parce qu'il y a quand même un deuxième aspect qu'il faut soulever. C'est que, vous voyez toutes les balises HTML et propriétés CSS. Elles ne sont pas forcément traitées de la même manière par tous les navigateurs. Et d'ailleurs, ça a, comment dire, eu un impact très négatif sur Internet Explorer. Parce que comme il gérait moins bien ces éléments-là que Chrome ou Firefox, ben, il était moins souvent utilisé que Chrome ou Firefox. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, hein. Mais sachez que voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ça va? Ok. Bon. Donc maintenant, je vais passer. Donc ça, c'est fait. Je vérifie ce que j'avais encore à dire.